Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à Bragging Rights 2009. On est là pour tout simplement se pencher sur Bragging Rights 2009 qui a eu des bonnes choses mais surtout des mauvaises choses. En tout cas, c'était un show dont j'avais de bons souvenirs et finalement pas tant que ça. On va directement commencer avec le premier match, donc le Miz bat John Morrison dans un opener un peu classique peut-être, je trouve. Je suis un petit peu déçu en fait parce que je me suis fait chier et je m'attendais à quelque chose à un match plutôt excellent quand on a ces deux catcheurs sur le ring, l'ancienne équipe qui avait été championne par équipe de SmackDown que j'avais énormément apprécié. Et il faut dire quand même que même en solo, ce sont de très très bons lutteurs. Et finalement, ça n'a presque rien donné en 10 minutes, donc je suis un peu déçu. Et Miz gagne en évitant un Starship Pain de Morrison et le terminera par la suite pour remporter le premier point. Je n'ai pas précisé qu'est-ce qu'était Bragging Rights à l'époque. C'est un peu le Survivor Series actuel, c'est-à-dire c'est Raw contre SmackDown et quelques matchs jouent. Là par exemple, Miz était du côté de Raw et Morrison du côté de SmackDown. Il y avait 3 matchs Raw contre SmackDown et là le premier point il est pour Raw. Deuxième match, Natalya, Michelle McCool et Beth Phoenix battent Gail Kim, Kelly Kelly et Melina dans un match. Comment décrire ça? Indigeste? Je pense que c'est le mot. Ne regardez jamais ce match-là. C'est juste pas possible. C'est rempli de botch. Non, franchement, c'est pas un match de catch pour moi. Et je comprends pourquoi, à l'époque, les lutteuses ne faisaient pas forcément partie des main events. Peut-être qu'il y aura le main event d'ailleurs de WrestleMania avec des femmes. À l'époque, c'était pas possible parce que malgré le talent de certaines, c'est juste trop mauvais. Et j'ai mis une mauvaise note comme pas possible, mais vous allez le voir à la fin de la vidéo. Je l'ai pas précisé, mais la victoire de Natalya, Michelle McCool et Beth Phoenix donc compte un point pour SmackDown, donc ça fait 1-1. Troisième match, l'Undertaker bat Batista, Rey Mysterio et CM Punk pour conserver son titre poids lourd dans un bon match. Et enfin, j'ai envie de dire, parce que le premier match était pas terrible, parce que je m'attendais clairement à mieux. Le deuxième match est juste, je pense, pas du tout regardable, si je peux dire ça comme ça. Le troisième, enfin, c'est pas un match excellent, mais ça reste un match qui est très très potable, qui m'a fait plaisir à voir, et je trouve que 1 heure de show pour voir enfin un match bon, voire très bon, et je trouve que c'est dommage, surtout pour un show qui n'a que 5 matchs, oui, que 5 matchs pour ce show-là, mais vous le comprendrez pour le dernier match, pour le main event, qui aura pris 1 heure. Je pense que les gens ont compris pourquoi. Maintenant, comme je dis, ça vaut pas 10, de loin pas, mais c'est ça que j'attendais en fait, entre ces lutteurs-là. Et puis il y a beaucoup de rythme, je trouve. Le seul petit défaut, c'est que ça dure que 10 minutes, et j'aurais aimé voir au moins 5 minutes, voire 10 de plus. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? J'ai bien aimé la confrontation entre Batista et Rey Mysterio parce que les deux ont été en équipe. Je crois même qu'ils ont été champions en 2004 ou 2005 ensemble. Peut-être même 2006, je m'en souviens plus du tout. Mais du coup, confrontation entre deux potes. Et en fait, Batista va reprocher un peu à Rey Mysterio de ne pas le laisser gagner. Donc Rey Mysterio lui dit, mais je suis désolé, mais c'est la Fatal 4 et c'est chacun pour soi, quoi. Il a totalement raison. Et puis le petit plus, la cerise sur le gâteau après le match. Donc Undertaker conserve son titre en battant. Je ne sais plus qui, je crois que c'était CM, je ne sais plus qui, sur qui il a fait le tomber, mais Batista va aller vers Rey Mysterio, Rey Mysterio va aider à relever Batista, il va lui dire je suis vraiment désolé, mais c'est le jeu, quoi, c'est l'enjeu du match fait que c'est chacun pour soi. Et Batista va l'attaquer, va faire son heel turn et va juste le démonter. Magnifique. Je trouve que Batista en face a réclamé son titre poids lourd en permanence, c'était insupportable, mais en heel ça a un peu plus de gueule malgré le fait qu'il aurait pu proposer plus dans sa période heel à ce moment-là et surtout lors de son retour un petit peu écourté en 2014. Mais bref, ça m'a fait plaisir, ça rehausse un peu le pay-per-view qui avait très très mal débuté. Et quoi de mieux quoi pour bien remonter la pente parce qu'il était vraiment tout en bas. Quatrième match, Team SmackDown bat Team Raw grâce à une trahison du Big Show sur Kofi Kingston pour remporter cette première édition et le trophée de Bragging Rights. J'ai déjà fait la review de Bragging Rights 2010 et c'était déjà, SmackDown avait encore gagné, encore une fois, il y a eu 2 éditions de Bragging Rights et c'est à chaque fois SmackDown qui a gagné, au contraire de Survivor Series, en tout cas 2016 et 2017 où c'est à chaque fois Raw qui l'a remporté. Donc si on veut bien ça fait 2-2. Tout ça pour vous dire que la Team Raw a perdu et elle était composée de DX, donc Shawn Michaels et Triple H, Big Show, Kofi Kingston, Jack Swagger, Mark Henry et Cody Rhodes. Et la Team SmackDown était composée de Chris Jericho, Kane, Matt Hardy, Finlay, R-Truth
et la Hard Dynasty, donc Tyson Kidd et D.H. Smith. Donc à savoir que ce n'était pas un match à élimination comme au Survivor Series, c'était vraiment le premier qui faisait le tomber gagner. Et la fin du match voit la Team Raw qui est en train de faire le ménage vraiment partout. Il restait sur le ring que Chris Jericho du côté de SmackDown et Kofi Kingston et Big Show du côté de Raw sur le ring. Kofi Kingston va prendre l'avantage sur Chris Jericho en montant sa troisième corde avec l'aide du Big Show, mais au moment où le Big Show était censé envoyer Kofi Kingston sur Chris Jericho qui était au sol au centre du ring pour donner plus d'impact, ben il va le trahir et lui porter un chokeslam. Triple H, qui verra ça à l'extérieur du ring, qui était capitaine avec Shawn Michaels, montera sur l'apron du ring pour demander les raisons de ses actions, mais il va se ramasser un immense WMD et Chris Jericho pendant ce temps-là fera simplement le tomber sur Kofi Kingston pour la victoire. Donc il y a une petite controverse, c'est peut-être un peu trop facile de faire un turn au Big Show parce qu'on a l'habitude de le voir tourner à chaque fois. Et puis le seul défaut, comme j'ai dit, c'est que c'était pas forcément un match à élimination. Moi j'aime bien les matchs à élimination, même si des fois c'est trop obvious. On va se dire ouais, il y a 3-1, il reste un face, donc le face va gagner, va battre les 3 autres. Mais je trouve quand même que ça apporte quelque chose en plus. Ça décrédibilise moins de catcheurs dans cette version qu'on a eu à Bragging Rights, sans élimination. Mais je sais pas, ça enlève un petit charme à mon sens. Et enfin, le main event, John Cena bat Randy Orton 6-5. Vous comprenez pourquoi je pense, dans un excellent Iron Man match de 60 minutes pour devenir le nouveau champion de la WWE. Et franchement, une extrême intensité entre les deux, le storytelling ressort, ces deux lutteurs. Leur rivalité, elle est magique. Franchement, elle est magique depuis 2007 jusque-là. C'est caviar. Franchement, entre les deux, c'est juste incroyable. On a beaucoup de spots. Je vais vous expliquer les nombreux tombés qu'il y a eu. Parce qu'il y en a eu 11, enfin plutôt 10, vous comprendrez pourquoi. Et il y a eu pas mal de spots, comme par exemple, on a la fameuse scène où Randy Orton se prend la tête, où il fait un peu le schizophrène, c'est tiré de ce match-là. Et puis, je pense, le spot majeur, c'est quand Randy Orton découvre les pyros. Demain, il va taper sur une machine, il va taper la tête de Cena sur une machine, et les pyros vont exploser sur la rampe d'accès au ring. Eux, ils sont juste à côté, un petit peu dans le bas, dans le contrebas. Au bout d'un moment, il voudra essayer de mettre John Cena où les pyros explosent et il va tenter d'appuyer dessus, mais l'officiel, en tout cas le gars qui s'occupait de ça, avait tout débranché. Mais juste pour vous dire que Randy Orton a littéralement essayé de tuer John Cena. Donc ouais, vraiment, ce match sort de tout ce qu'on voit de classique, et c'est ça que j'ai trouvé incroyable, et du fait que les 60 minutes, je les ai pas vus passer du tout. Maintenant, au niveau des tombées, donc le premier, c'est John Cena qui a le premier point en appliquant un STF à Randy Orton, qui abandonnera tout de suite en fait. À peine il aura fait la soumission que Randy Orton va abandonner tout simplement pour se préserver, parce que c'était au bout de 4 minutes et il restait 56 minutes, donc il ne fallait pas forcément qu'il soit blessé. Donc c'est très intelligent de la part de Randy Orton. Le deuxième tombé, il intervient au bout de 9 minutes lorsque Randy Orton va faire tomber justement sur John Cena après un RKO. Là, le troisième et quatrième tombé, c'est un point chacun après un double tombé qui intervient à la 17e minute, donc on est à 2-2. Le cinquième tombé, c'est John Cena après un double A depuis la troisième corde après 20 minutes. Le sixième tombé, c'est Randy Orton après l'intervention de la Legacy juste après, donc une minute après, à la 21e minute. Donc Cody Rhodes et Teddy Biazzi Jr. qui sont venus pour attaquer John Cena, tout simplement par un peu frustration de voir Randy Orton perdre 3-2, donc là ça fait 3-3. Ensuite, le septième tombé, c'est Randy Orton à la 25e minute, après avoir fait passer John Cena dans le décor, donc ça fait 4-3. D'ailleurs, le décor, c'est vers la rampe d'accès au ring, c'est le décor qu'il y a souvent pour dire à Raw, le prochain pay-per-view est dans 3 semaines. Ben là, en fait, il a littéralement balancé Cena qui a détruit le décor, et il aura fait le tombé de cette manière-là. Le huitième tombé intervient 8 minutes plus tard, à la 33e minute, lorsque John Cena portera un petit paquet sur Randy Orton, alors qu'il se faisait dominer justement depuis là par Randy Orton, donc ça fait 4-4 si je ne dis pas de bêtises. Le 9e tombé, c'est Randy Orton à la 35e minute, après un DDT à l'extérieur du ring. Vous savez, souvent il fait son DDT en mettant les pieds de son adversaire sur la deuxième corde, mais là il l'a fait carrément à l'extérieur du ring, depuis l'apron du ring. 10e tombé, c'est John Cena à la 51e minute après un double A à travers la table des commentateurs. Donc on est à 5 à 5. Et le 11e et dernier tombé, c'est John Cena qui le fait après un STF. Et en fait, comme par hasard, ça arrive à 5 secondes de la fin. Donc Randy Orton tape à 59 minutes et 55 secondes. Non, bref, le match est incroyable. Et vous l'avez compris, je pense. Mais j'ai mis 10 sur 10 parce que c'est une petite pépite. Heureusement qu'on n'a pas plus, parce que sinon on se lasserait de ces matchs-là. On se lasserait carrément des matchs classiques. Mais ce match-là,
je crois que c'est le troisième que j'analyse. Et ça fait plaisir de voir ça parce que la rareté et la qualité font qu'on ne peut pas chasser et pas mettre autre chose que 10 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse avec les notes. Donc vous voyez qu'on passe à un 5 et un 2,5 à 8, 9 et 10. Donc clairement, pire début de pay-per-view possible, mais il se rattrape vraiment bien avec le milieu et surtout avec la fin. On arrive à une note finale de 6,9 sur 10. Malheureusement, c'est vraiment ce deuxième match qui va pénaliser la note finale de ce pay-per-view, alors qu'au fond, la fin du pay-per-view est vraiment excellente. Enfin, excellente. Voilà, merci encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like et à laisser vos impressions dans les commentaires. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.